Pourquoi les jeans des femmes n'ont pas de poche ou alors toutes petites? Ou pourquoi les sièges de voiture protègent très mal les femmes? Bienvenue dans notre société souvent créée par des mecs pour des mecs et comment changer les choses. Bienvenue dans Soif de Sens, des histoires d'humains qui changent le monde. Chaque semaine, je reçois un invité écolo, féministe ou solidaire pour t'aider à incarner le changement. Aujourd'hui, on accueille Rebecca Handler pour parler de tous ces objets du quotidien, designés par des hommes et peu adaptés à des femmes et aux minorités. Salut Rebecca. Bonjour. Alors, je te présente en 10 secondes. Tu es journaliste allemande, donc on entendra ton bel accent et bien sûr, je serai là s'il y a des mots que tu ne trouves pas, mais tu parles quand même super bien français. Merci. Et tu viens de publier le livre « Le patriarcat des objets. Pourquoi le monde ne convient pas aux femmes ?» qui cartonne d'ailleurs, bravo, déjà traduit en plusieurs langues, où tu montres plein d'exemples, les WC, les poches de pantalon, les voitures, la Game Boy, la braguette, la Station spatiale internationale, des exemples d'objets qui ont été conçus pour un corps d'homme moyen et pas du tout pour ce qui ne fait pas partie de cette norme. Donc évidemment, les femmes, ce sera le principal sujet de ton livre et de cette interview, mais aussi les hommes, je sais pas, petits, gros, les personnes handicapées, les noirs, etc. Je t'ai découverte grâce au podcast de Thomas de Mansplaining. Vous vous souvenez, le mec sexiste devenu féministe que j'avais interviewé, qui fait du très bon boulot. Et donc, dans ton livre, il y a des centaines d'exemples de design patriarcal, t'appelles ça. Je vais vous en donner 2-3 pour que vous compreniez. Les masques FFP, Covid, quoi, qui sont designés pour des mecs et souvent trop grands pour les femmes. Donc, ça les protège mal, alors que c'est quand même le but numéro 1. Les cockpits d'avions militaires, où en fait, 2 femmes sur 3 ne peuvent pas atteindre les pédales, qui sont trop loin. Donc, direct, ta carrière, elle est foutue, quoi. Militaire et passager aussi, c'est la même chose. Ah ouais, ok. Ah oui. C'est abusé. Ou tout simplement la Game Boy, car Nintendo estimait qu'une Game Girl n'aurait intéressé personne. Donc voilà des petites anecdotes, mais on va se concentrer sur 3 cas, les toilettes, les voitures et les poches de vêtements. Et l'anecdote qui t'a donné envie d'écrire le livre au début, c'est justement en rapport avec les toilettes. C'est l'histoire d'une femme hollandaise qui est rentrée de soirée à 3h du mat et qui a été verbalisée pour avoir fait pipi dans un jardin public. Est-ce que tu peux nous raconter ? Oui, en fait, c'est l'histoire de Rete Pinning qui, à ce moment-là, elle avait 25 ans. Elle rentrait de boîte à 3h du matin et elle avait besoin de faire pipi. Et elle s'est rendue compte que, oui, à Amsterdam, où elle vivait au moment, en fait, il y a plein de plaaskrul, c'est des pissoirs. En fait, ça fait comme un petit virage où on va à l'intérieur pour avoir un petit peu de privacy. Donc, c'est que pour les mecs. En fait, c'est que pour les personnes qui ont un pénis, en fait. Oui. Il faut un pénis pour pouvoir atteindre le pissoir. Donc, en fait, elle pensait même essayer pour s'amuser, mais à la fin, elle a pissé dans la rue. Et il y a 3 policiers qui sont venus, dont 2 hommes et une femme. Et c'est surtout la femme qui l'a interpellée et qui a dit « ça se fait pas ». Et c'est elle aussi qui lui a donné son amende, voilà. Et le matin d'après, en fait, quand elle s'est réveillée, elle a vu l'amende et elle a décidé de ne pas payer et de regarder combien de WC publics qui sont donc ouverts aussi la nuit et qui sont accessibles pour toute personne. Il y a à Amsterdam, elle en a trouvé, je crois, 3. Et en fait, le plus près, il était à plus de 2 kilomètres de son lieu au moment où elle avait besoin de faire pipi. Et donc, elle n'a pas payé l'amende. Et tout ça a été devant un juge. Et en fait, le gros scandale, c'est quand le juge, il y avait beaucoup de médias qui étaient présents au moment où il a dit son verdict. Tout ça a duré à peu près 20 minutes. Il a dit, oui, je comprends, mais même si c'est compliqué ou si c'est pas confortable, les femmes doivent carrément utiliser les plaaskrul, donc les pissoirs, parce que c'est comme ça. Avec un pénis, quoi. Ouais. Voilà. Et tout ça, ça fait un ravage médiatique. Après, il y a plein de femmes qui ont essayé de se photographier au moment de pisser dans un plaaskrul et elles ont mis ça sur les réseaux sociaux. Elles ont démontré que ce n'était pas possible
justement avec un vagin, une vulve, de pisser dans les plaskrull, et donc qu'il y avait besoin de plus d'accès de toilettes qui sont ouverts aussi la nuit. Et ça a changé un petit peu. Toutes les stations de police et les stations de pompiers de toutes les Netherlands, comme on dit en français. Les Pays-Bas, Les Pays-Bas, voilà, les Pays-Bas. Oui, nous, on veut faire différemment. Qui ont ouvert leurs toilettes donc 24 heures sur 24. Mais il faut dire que même que ça a amélioré la situation un petit peu, il faut dire qu'il faut être quand même une personne avec assez de privilèges pour être assez confortable d'aller dans une station de police la nuit pour dire excusez-moi, j'ai besoin de faire pipi. Et ça, en fait, ça rend accessible les toilettes à plus de personnes, mais pas à tout le monde. Et surtout quand on est un petit peu alcoolisé, ou quand on n'est pas blanc aussi, ou qu'on fait partie d'une autre minorité, et de dire j'ai besoin de faire pipi, je sais que j'ai le droit de faire pipi ici, c'est pas évident. Donc même si ça a amélioré un petit peu le cas dans les Pays-Bas, c'est encore loin d'être idéal. Parce que partout au monde, la situation des WC publics est désastreuse, en fait. Ouais. Ça, c'était en 2015, cette histoire. Ouais. Donc, on parle quand même du centre d'Amsterdam, quoi. C'est pas une petite ville de banlieue d'un pays du tiers-monde, quoi. Et du coup, il y avait effectivement 35 pissoirs debout dans l'hypercentre contre seulement... moi, j'avais écrit 2, t'as dit 3, peut-être. Peut-être 2 ou 3, en fait. 2 toilettes assises, donc du coup, autant pour hommes que pour femmes. Normal qu'elle a pas envie de payer 140 € d'amende, parce que, comme tu le dis, alors moi, je suis pas expert parce que j'ai un pénis, mais faire pipi dans un urinoir pour une femme, tout le monde sait bien que tu vas t'en foutre partout et qu'en plus, t'es obligé de baisser ton pantalon et de te mettre à poil à la vue de tout le monde, quoi. Oui, justement, quand il est conçu pour y accéder avec un pénis, parce qu'il y a des pissoirs qui sont unisexes, en fait, que personne de tout genre puisse utiliser, mais il n'y a aucune volonté politique, en fait, d'établir ça. Parce que même des personnes qui sont handicapées, qui ont besoin d'aide, c'est pas facile aussi de s'asseoir et après de se relever. Donc, il y a plein de designers, de designeuses qui ont fait d'autres trucs qui sont beaucoup plus hygiéniques, plus propres et plus accessible pour personnes de tout genre et puis de tout corps, mais il n'y a pas de volonté dans la politique de rendre ça justement accessible à tout le monde. C'est pas que ces choses-là n'existent pas, c'est qu'il y a un manque de volonté dans le patriarcat de changer les choses. Parce que là, c'est quand même dingue que, pour prendre l'hypercentre d'Amsterdam, du coup, ça veut dire que dans l'hypercentre, sur 37 toilettes, il y en a 37 qui sont adaptées aux personnes avec pénis et seulement 2 adaptées aux personnes avec vulve, quoi. Enfin, le ratio, il est complètement disproportionné, quoi. Oui, mais ça, c'est historique. En fait, c'est quelque chose qui a toujours été comme ça. Au début, quand les grandes villes ont été connectées à la canalisation, en fait, c'est là où les premiers WC, les premières toilettes publiques ont été bâties. Et en fait, c'est des bâtiments de patriarcat. C'est le moment où je me suis rendu compte que le patriarcat, dans les objets, en fait, on a une démonstration d'un pouvoir et ça raconte l'histoire que justement les femmes dans l'espace public, elles n'ont pas à être là ou elles ont à être invisibles, elles n'ont pas à avoir des besoins qui sont hyper naturels. Et ça se cache parce que les premiers WC publics, en fait, c'était uniquement accessible aux mecs cisgenres bien sûr. Et donc les personnes de la vie publique à ce moment-là, c'était les hommes. Ça peut sembler léger comme anecdote, mais l'accès à des toilettes, non seulement c'est quand même injuste, mais ça a des vraies conséquences. Oui, c'est un droit d'homme et un droit de femme. Oui. Tu partages une étude où les femmes et les filles sans accès aux toilettes passent presque 100 milliards d'heures par an à chercher un endroit pour leurs besoins hygiéniques. Et tu dis, c'est plus que le temps qu'on passe à regarder des séries. Donc indirectement, t'es rejeté de l'espace public. Donc c'est une perte de temps énorme. Une perte de temps
Et aussi une perte, en fait, le temps qu'elle cherche un WC ou même un lieu protégé, c'est aussi le temps où il y a beaucoup de femmes qui deviennent victimes d'un harcèlement sexuel, en fait. Il y a des études comme quoi, justement, des femmes qui ont accès à un WC à la maison ou à leur lieu de travail, elles sont moins victimisées que les autres. Ouais, 2 fois moins d'agressions sexuelles n'émanant pas de leur partenaire pour les femmes qui ont accès aux toilettes, quoi. Ouais. Donc non, c'est pas juste une question anecdotique de ah mince, je vais devoir faire pipi dans son urinoir dégueulasse pour mec, quoi. Il y a aussi des violences sexuelles derrière. Et enfin, si les femmes font tout le temps la queue aux toilettes, j'y avais pas pensé, mais évidemment, c'est en partie parce qu'elles ont plus de besoins avec leurs règles ou qu'elles se maquillent, etc. Mais c'est aussi parce que il y a juste beaucoup moins de toilettes pour femmes, ce qui est injuste, quoi. Tu viens de mentionner les règles, donc c'est vrai que les personnes qui ont une menstruation, elles passent plus de temps au WC et en fait, ça devrait donner l'idée qu'il y a justement plus de besoins pour des WC, quoi. Parce que ça, c'est inévitable. Ouais. Donc, mais en fait, c'est vraiment hallucinant que c'est l'inverse. On peut aussi changer parce que là, on a parlé longtemps des WC, mais mais oui, c'est ça qui. La première fois où je me suis rendu compte que c'est pas moi le problème ou c'était pas les femmes en général le problème, que c'est pas en anglais on dit un me problem, mais un you problem. C'est le monde qui ne va pas et ça m'est revenu plusieurs fois où je me suis rendu compte que en grandissant dans le patriarcat, en fait, il y a plein de choses qui m'allaient pas et j'ai toujours pensé que c'était moi qui étais soit trop petite ou trop fille, que les choses ne m'allaient pas et de se rendre compte que c'est les choses qui ne vont pas en fait. C'est pas moi, je suis pas hors de la norme et qu'il y a aussi un pouvoir politique et social dans ce mot la norme. D'où effectivement il y a eu ce mouvement de la potty parity pour qu'il y ait autant de toilettes pour les deux genres. Et donc comme tu l'évoquais, en fait il y a pour chaque problème il y a des solutions spécifiques. Ça peut être plus de toilettes assises. Il y a les urinoirs pour femmes dont tu as parlé. Ça pourrait être des toilettes unisexes. Aucune n'est parfaite, mais en tout cas il y a vachement de pistes d'amélioration qui montrent que c'est pas normal qu'on en soit encore là aujourd'hui. Le deuxième exemple de ton bouquin qui m'a choqué, encore plus que les toilettes, c'est les voitures. Alors, t'écris que oui, les hommes ont 2 à 3 fois plus de risques de mourir d'un accident de la route que les femmes, probablement parce que déjà ils roulent 30% plus souvent qu'elles et conduisent en moyenne plus dangereusement. Mais d'après une étude, à taille, poids et vitesse égale, conduite égale, les femmes qui conduisent ont plus de chances de subir des blessures graves qu'un homme. Pourquoi ? Eh ben, parce que les voitures sont construites d'une façon à garantir la sécurité maximum pour un homme d'une taille moyenne, d'un âge d'à peu près 40 ans. Et tous les autres, soit-ils parce qu'ils sont plus petits, plus grands, plus vieux aussi, ou tout simplement d'un autre genre et pas cisgenre masculin, il y a des inconvénients et c'est pas la sécurité maximum en fait, c'est pas l'idéal. Et ça, on le sait depuis un peu plus que 10 ans, je crois, environ 12 ans, parce qu'avant, en fait, les recherches... Oui, c'est assez récent mais il y a aussi une volonté derrière, c'est parce qu'avant, les recherches sur les accidents, donc jusqu'aux années 50, c'était le Jesus Factor. Si tu survivais à un accident ou pas, on voyait pas qu'il y avait un élément de design et de sécurité. Donc là, il y a déjà un peu près... Le facteur Jésus pour les non-bilingues. Voilà, le facteur Jésus. Il y a à peu près 70 ans qu'on s'est rendu compte que oui, en fait, le design, ça a quand même une certaine importance pour les chances de survie. Et à ce moment-là, où les chercheurs et les ingénieurs, tout ça, se sont mis sur le sujet, en fait, on a fait des enquêtes, ils ont recherché des dates, ils ont agrégé des dates, mais le genre n'était jamais une variable dans les dates qu'ils ont eues de recherche. On a agrégé des données, oui.
Voilà, dans les données, c'était les pas... dates, c'est l'année ou le mois, c'est pour ça que je comprenais Ah pas. bah d'accord, dans les données, voilà. C'est pas les datas, c'est des données, oui. Oui, en fait, je devrais, quand je sais pas un mot en français, je devrais carrément juste le substituer en anglais, ce serait plus facile à comprendre que si j'essaye de générer un mot en français. Possible, ouais. Pardon. Donc oui, souvent ils utilisent des données pour faire des études, C'était mais toujours comme ça. Il y avait jamais le genre ne jouait aucun rôle. Le genre n'en fait pas partie, quoi. Ouais. C'est hyper pratique parce que les données qu'on n'a pas, on peut s'en foutre. C'est simple. Donc pendant des années et des années, le genre ne jouait aucun rôle, et au moment où ils ont commencé à enquêter, parce qu'il y avait quand même une grande pression publique, d'agréger des données genrées, on s'est rendu compte qu'en fait, oui, il y avait des grandes différences qui, bien sûr, parce que le crash test dummy, ça se dit en français, ou il y a aussi crash test, nom, ou crash test de sécurité. Non, mais c'est les poupées, en fait. Ah oui, c'est le nom du... D'accord. Ouais, c'est le nom de la poupée. Oui, c'est le nom du mannequin classique que l'industrie a utilisé pendant des années, qui faisait donc tout le temps 1m77. C'est la poupée, c'est pas juste les accidents, voilà. Oui. C'est les poupées, poupées... C'est le bonhomme jaune, là, avec le petit logo sur la tête. Donc, moi, j'appelle ça un crash test, Ami. On va aller avec ça parce qu'autrement, ça deviendra trop compliqué pour moi. Un mannequin de crash test, ouais. Voilà, un mannequin de crash test. Donc, les crash test dummies, ils sont tout simplement tous 6 masculins, comme je disais, à environ 40 ans, d'une taille moyenne. Donc, oui, c'est pour ça que les voitures, et n'importe lesquelles voitures, elles ont été optimisées pour un homme cisgenre et pas pour les autres. Et maintenant, depuis quelque temps déjà, il y a une chercheuse suédoise qui s'appelle Astrid Lindner qui commence maintenant justement à développer des mannequins de crash test qui mimiquent justement des corps de personnes âgées, des corps d'adolescents, des corps d'enfants, des corps de femmes cisgenres, de tailles différentes et des corps aussi gros, parce que les personnes qui sont aussi grosses, elles ont aussi beaucoup plus de risques de blessures. De blessures graves. Donc, ouais. Ce que je trouvais hyper intéressant dans ton livre, c'est que c'est pas qu'une question de taille, et que comme les femmes sont plus petites en moyenne, tu disais qu'elles doivent rapprocher le siège pour toucher les pédales plus facilement, qui sont trop loin. Et donc, en fait, la conséquence, c'est que les chocs, contrairement aux mecs, ils sont beaucoup plus souvent au niveau des jambes. Du coup, tu sécurises pas ta voiture pareil. Et comme aussi, c'est une question de poids, en moyenne, elles sont plus légères. Si la voiture elle reçoit un choc à l'arrière, elles sont plus vite propulsées vers l'avant et subissent 3 fois plus de coups du lapin, c'est énorme. Aussi parce que, anatomiquement, en moyenne, encore une fois, elles ont moins de muscles dans la nuque et la cage thoracique supérieure, quoi. Et comme tu l'as dit, je trouve ça incroyable que avant 2010, il n'y a eu aucune recherche sur la sécurité spécifique des femmes, quoi. Et on s'est jamais demandé si le design des sièges auto était adapté à elles. Et même qu'on sait ça depuis 2010, c'est toujours comme ça, quoi. Tous les crash tests qui sont demandés par l'Union européenne pour justement donner, leur, comment on appelle ça, quand les nouvelles voitures sont mises sur le marché, en fait, elles ont besoin leur autorisation. Voilà, elles ont besoin de démontrer qu'elles ont passé 5 crash tests différents, et de ces 5 crash tests différents, il y en a uniquement un qui est effectué avec un mannequin de crash test qui, eux, ils appellent ça le crash test dummy, soi-disant féminin, mais en fait, c'est n'importe quoi parce que c'est juste une poupée, un mannequin qui est plus petit que le crash test dummy des autres tests, mais une femme cisgenre. Il y a encore beaucoup plus de différences dans la physiognomie, dans le morphologie d'un corps. Oui, tu disais, je savais pas que la répartition de la graisse n'est pas la même chez les femmes, ou que... il y a plein d'autres choses, effectivement, que le poids. Chez les femmes cisgenres, il faut quand même faire la différence, parce que à ce moment-là, c'est important. Tout de suite, il y a les personnes qui vont dire « Oui, mais comment tu imagines faire ça? C'est beaucoup trop cher. » Oui, mais en fait,
la valeur d'une vie humaine, ça devrait pas être comparable à une valeur d'une voiture ou tout ça. Enfin, c'est où sont nos priorités? Et moi, ce que je demande justement, c'est de trouver une modulation dans le design pour essayer d'optimiser ça, non seulement pour un corps blanc, cisgenre, masculin, mais justement de moduler le design pour peut-être que les personnes âgées, justement, achèteraient une autre voiture qu'une personne avec 6 enfants qui aimerait bien avoir une voiture qui a été optimisée pour la sécurité des enfants, quoi. Oui. Donc, il faut une modulation de design, comme pour les WC aussi. Parce qu'effectivement, l'argument souvent avancé, c'est que la sécurité des véhicules, ça coûte cher, la recherche, ça coûte cher, les crash tests, ça coûte cher, et ok, on comprend, mais en soi, et en plus, tu en parles dans le livre, juste avoir un siège plus élastique et plus souple, ça permettrait d'éviter cet effet catapulte sur les corps des femmes qui sont plus légers et moins musclés dans la nuque et plus les jambes plus courtes, etc. C'est pas quelque chose, voilà, enfin, il y a déjà des solutions qui semblent pas insurmontables, quoi. Ouais, puis à la place de sortir, je sais pas, des centaines de voitures, si on en sortait 10, mais qui à la rigueur sont optimisées justement pour les personnes, si on mettait la valeur d'une vie humaine au centre de tout ça, on ressortirait avec des designs très très différents. Il y aurait plus des, comme on dit, les grosses bagnoles que tout le monde, enfin là, il y en a partout, les SUV, voilà. Bon, c'est un design carrément hostile à la vie humaine qui est en dehors de cette voiture. Et tout ça, ça n'existerait plus si on mettait la vie humaine dans toutes ses variations au centre d'un design pour les espaces publics. Ça peut être aussi une énorme opportunité business. Enfin, la première marque qui va faire ça, toutes les femmes vont aller là-bas si l'argument marketing il est clair que tu as plus de chances de survie. Enfin, donc il y a aussi de l'argent à se faire, quoi. Oui, mais dans plein de choses, dans mon livre, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait des niches, mais je me suis dit, mais il y a de l'argent dans tout ça. En fait, si quelqu'un a envie, oui, il y a plein d'opportunités de gagner beaucoup d'argent avec un design spécifique à une cause. Je sais pas, tu as peut-être lu aussi le passage sur les selles de vélos de course, en fait. Ouais. Là aussi, j'ai halluciné, en fait, que il y a un marché pour tout ça. Mais jusqu'à présent, il n'y avait pas de volonté. Oui, que c'est quand même dingue qu'on ait, pour la faire courte, que les selles de vélo soient les mêmes pour les personnes avec pénis que pour les personnes avec vulve, alors que clairement, les parties génitales sont pas les mêmes. Et du coup, c'est juste optimisé pour les personnes avec pénis, même si pour elles, c'est pas encore parfait, mais au moins, c'est étudié et amélioré. Et pour les personnes avec vulve, pas du tout. Ouais, et puis ça a des précautions, non, répercussions, voilà, qui sont quand même. Les percussions, c'est les batteries. Ah, ouais. C'est pas tout à fait pareil. Répercussions, voilà. Des conséquences. Des conséquences, voilà. Des conséquences qui sont quand même importantes parce que il y a une professionnelle du vélo, cycliste, voilà, qui était la première à parler publiquement des 3 opérations qu'elle a eues à sa vulve dues au sport, quoi, et au fait qu'elle a passé des heures et des heures sur une selle qui n'était pas optimisée pour elle. Et même les docteurs qui étaient dans son entourage pour les courses de vélo, tout ça, elle n'osait même pas leur parler parce que c'était aussi tous des mecs et parce qu'il y a comme un entendu qu'on parle pas de ces malaises, de ces problèmes-là, parce que aussi on a grandi quand même à penser que oui, en fait, le fait d'être une femme, c'est déjà en soi quelque chose qui fait mal. Quand t'as tes règles, après si tu deviens mère et que tu donnes la vie à un enfant. J'étais pas partie pour la version très poétique, mais en fait, il me manque le mot pour, comment on dit, mettre bas. Accoucher, voilà. Quand on accouche, ça fait mal. La première rencontre sexuelle, on est aussi quand même socialisé dans un monde où la première fois, ça doit faire mal aussi. Ce qui est aussi des bêtises. Voilà, il faut souffrir pour être belle, il faut souffrir d'être une femme. Et en fait, c'est tellement normalisé
quoique c'est pas normal du tout, que elle, ça lui était même pas venu à l'idée qu'il y avait peut-être un truc qui clochait et que c'était pas elle qui n'allait pas, mais en fait que c'était le design qui ne lui allait pas. Et au moment où elle a parlé et elle a écrit là-dessus dans le Guardian, donc un journal anglais, et à ce moment-là, en fait, il y a plein de cyclistes tout autour du monde qui lui ont dit mais enfin, quelqu'un en parle. Oui, moi, c'est la même chose. Moi aussi, j'ai subi des opérations. Et puis, ouais, tout d'un coup, ça fait un grand déclic dans le monde des cyclistes. Et c'est ça, en fait, que j'aimerais bien voir pour tous les autres objets, tous les autres espaces. C'est ça que je trouve génial dans ton bouquin, c'est que ça met... C'est plein de choses qu'on sait, mais qu'on n'a pas conscientisé. Et juste de le voir écrit et de se dire... par exemple, moi, je sais que plein de fois, je me suis dit, mais pourquoi il n'y a pas de... Ma mère, ça l'a toujours fait chier qu'il n'y ait pas de place pour le sac à main dans la voiture. Et t'es là, c'est parce que c'est des mecs qui conçoivent les voitures. Donc, pourquoi ils s'embêteraient à mettre... non, t'es obligé de le mettre tout au bout devant le passager. C'est chiant, ça lui embête les pieds et tout. Oui. Le troisième exemple, donc, ce sont les fameuses poches, ou plutôt l'absence de poches. Ou alors, elles sont tellement petites que voilà, tu peux mettre une pièce de 2 €, mais en vrai, ça sert à rien. Que ce soit donc sur les jeans ou les pyjamas aussi. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ces poches ? En fait, c'est marrant que tu as choisi ça parce que c'est un sujet qui, moi, me tient beaucoup à cœur, mais en même temps, c'est le sujet aussi qui est le plus facile à se moquer, en fait, le plus facile à ridiculiser. Et ça vient pas de nulle part d'ailleurs. Bon, on va d'abord commencer parce que les mecs, avec la mode qui a changé et qui leur a donné de plus en plus de poches, donc il y a vraiment des sources historiques qui montrent que le nombre de poches dans les vêtements augmenté pour chez hommes, les mecs ça et a diminué augmenté, chez les femmes, quoi. Voilà, et non, même pas diminué, ça a été 0. C'était une grosse poche à plus aucune poche. Et le résultat, c'est que toujours maintenant, il y a beaucoup moins de poches ou pas de poches ou que des poches décoratives, mais pas des poches usables. Et je disais tout à l'heure, c'est facile de ridiculiser ça parce que la solution semble assez simple en fait. On peut se dire, oui, mais pourquoi vous faites pas des vêtements avec plus de poches, quoi ? C'est pas si compliqué que ça de faire des poches. Mais la vérité, c'est aussi que avec si peu de poches, par exemple ça se voit aussi dans les vêtements pour enfants. Les garçons, ils ont des poches partout dans leurs pantalons pour mettre des jolis cailloux, des vis qu'ils trouvent par terre, enfin plein de trucs. Et les filles, il y a peu de poches ou pas de poches ou des leggings. On donne pas aux enfants. Les vêtements pour femmes sont faits pour être esthétiques, alors que les vêtements pour hommes sont faits pour être pratiques, quoi. Oui, voilà. Quand j'ai écrit ce chapitre dans mon livre, j'étais pas du tout, par exemple, consciente qu'il y avait eu un gros shitstorm en France il y a quelques années avec une journaliste française qui s'appelle Marie Kirchner, je crois, qui avait justement écrit un article sur le manque de poches et qui après ça a été ridiculisé, affreux. Il y a eu la même histoire aussi en Angleterre et moi aussi j'ai eu le même truc à la sortie du livre. Donc les gens qui ont lu le livre, qui avaient envie de trouver quelque chose pour se moquer, ils ont tous ridiculisé, ils ont tous choisi ce truc-là parce qu'en fait, est-ce que vous n'avez pas d'autres problèmes ? C'est hyper facile. Oui, parce que c'est ça le féminisme, déclarer la guerre aux poches, quoi. Ouais. Oui, mais en même temps, quand tu as toujours eu des poches, tu te rends pas compte que c'est trop chiant de pas en avoir. Enfin, moi, tu vois, quand j'ai découvert le sujet, ça m'a pas choqué. Et puis 2 secondes après, j'étais là. Attends, mais si j'avais pas de poche, où est-ce que je mettrais mes clés, mon porte-monnaie, mon portable ? Enfin, c'est quand même super pratique tout le temps. Et surtout, c'est pas les poches le sujet. Les poches, c'est un exemple parmi 100 000 et c'est comment la société est designée en majorité par des mecs pour des mecs, quoi. Enfin.
Ouais, en fait, c'est un exemple assez facile, assez simple pour justement démontrer une injustice historique qui, dans le cas des poches, c'est pas une question de survie comme pour les voitures ou une question de droits de l'homme comme pour les WC publics. En fait, c'est une question de design et de mode. C'est pour ça que c'est assez facile de ridiculiser. Mais même pour les enfants les plus petits qui viennent de naître, on leur donne d'autres possibilités d'expérimenter le monde et de sortir et de vivre des aventures. Parce que ma fille, quand elle sort avec ses leggings, bah, c'est toujours moi qui me retrouve avec les cailloux et puis les maisons d'escargots, tout ça, parce qu'elle a aucune place pour les mettre. Beaucoup de petites filles, justement, ont envie d'être une fille et c'est pas possible de les mettre dans des vêtements de garçon. Chez nous, ça a changé parce qu'elle s'est rendue compte qu'en fait, c'était beaucoup, beaucoup plus pratique de mettre des vêtements de garçon. Des cailloux dans les poches de garçon. Voilà. Et donc, c'est aussi une question de priorité pour l'enfant. Mais moi, ce qui m'a mis en colère, c'est qu'il n'y a aucune bonne raison. C'est insensé, en fait. Par rapport aux critiques qu'on fait en disant c'est ridicule de s'attaquer aux poches, le féminisme en est réduit à ça, bah, on peut aussi se dire l'inverse, que si même sur des trucs aussi simples que les poches, qui accessoirement, si on grossit un peu le trait, bah, c'est quand même une mini forme d'indépendance et d'espace privé que tu te trimbales avec toi. Même si sur un petit truc aussi basique qu'une poche, il y a déjà d'aussi gros écarts et on habitue les garçons et les filles à être aussi différents, aussi jeunes, bah, t'imagines bien que sur les trucs vraiment importants, sur l'embauche, sur la paye, sur tous tes droits et devoirs, bah forcément l'écart il sera encore plus énorme si déjà sur des trucs aussi petits, il y a autant d'injustice, quoi. C'était exactement ça, tu l'as très bien dit. Merci. Bah, justement, j'allais le formuler autrement avec justement en reprenant les mots de Thomas de mansplaining dont je parlais, qui l'explique aussi très bien. Les hommes estiment être la norme, il dit, et ne voient pas le problème quand des personnes différentes d'eux, des femmes, des handicapés, des noirs, etc., disent que tel objet n'est pas adapté à eux. Par défaut, l'humain, entre guillemets, normal, c'est un mec. Et enfin, moi, ce qui me choque à chaque fois, c'est que c'est une chose de pas voir le problème, parce que bah, forcément, on n'a pas la même expérience quand on est un mec ou une femme. Mais c'est encore autre chose quand quelqu'un souligne que c'est injuste, bah, de lui tomber dessus, comme toi, il y a des journalistes qui te sont tombés dessus, ou comme ça a été le cas dans plein d'autres pays. Ce qui montre bien que c'est systémique aussi, quoi. Oui, parce que quand tu as toujours grandi en pensant de toi-même être absolument normal, en fait, il n'y a jamais eu de nécessité à écouter, à vraiment écouter et d'essayer de comprendre les autres. C'est ça aussi. J'ai écouté par exemple ton interview avec Laurent Bastide où elle dit bah oui, en tant que femme blanche en fait, j'ai eu ce moment et puis moi j'ai eu la même chose en fait de réaliser que le fait d'être blanc dans notre culture c'est la norme. Que on s'en rend même pas compte que c'est pas, il y a rien de normal là-dessus en fait. Mais que la société est pensée pour nous, mais comme c'est le design c'est souvent invisible et les choses elles sont comme elles sont, mais on n'imagine pas qu'elles puissent être autrement. Tu te rends pas compte que oui, en fait c'est un luxe d'avoir jamais été contrôlé par la police, que les pansements ils sont blancs alors que si t'es noir t'aurais peut-être envie d'avoir un pansement de la couleur de ta peau, etc., quoi. Tout ça, c'est des choses que, oui, en tant que personne blanche, on n'a jamais eu besoin de réfléchir ça. Il faut vraiment le mettre devant le nez et de dire, rends-toi compte, en fait. Et c'est ça, justement, toutes ces petites injustices. Ma façon, là, pour ce livre-là, de les approcher, c'était justement de montrer que tout ça, ça se traduit directement dans les objets qui sont autour de nous. Sans qu'on s'en soit rendu compte, parce que tout ce qui est design, tout ce qui est fait, il y a une intention derrière. Et la personne qui les a faites, oui, il faut le dire, la plupart du temps, c'était un homme blanc qui a fait ça. Et bien sûr, c'est évident, il a fait ça d'abord pour lui. Dans la station USS, il y a des barres du coup pour coincer tes pieds parce qu'avec l'absence de gravité, du coup tu pars partout, mais du coup les barres elles sont tellement espacées que la première fois qu'il y a eu des femmes dedans, elles pouvaient pas regarder par le hublot parce que la barre était trop loin de la fenêtre, quoi.
Oui, oui, ils Alors, ont des gants aussi qui sont. Il y a un gant standard qui fait partie de de l'uniforme quand l'uniforme, ouais, tu vas à dans l'extérieur. l'espace. Ah, ok. Et les femmes astronautes qui sont revenues, elles ont tous dit, bah, les gants, ils sont immenses. J'ai l'impression de mettre les gants de mon papa et en fait, c'est les gants que tu mets pour faire des réparations. Donc, des trucs qui sont très, très Ah oui, importants. puis ça coûte Et des centaines de millions d'euros de faire les réparations et tout. Alors, à l'inverse, est-ce qu'il y a des victoires ou des exemples récents de design plus inclusif que tu auras envie de nous partager? Oui, bah, il y a des choses qui se sont faites depuis la sortie du livre, par exemple, mais je vais d'abord peut-être commencer avec une autre chose paraît assez simple aussi et qui date Ouais. de 2019, et c'est en fait l'invention de la première chaussure de foot qui a vraiment été développée pour les besoins d'une joueuse de foot cisgenre féminin. Ouais. Et c'est quelque chose, en fait, c'est justement une joueuse de foot à un niveau amateur, mais qui organisait des tournois pour battre des records du monde. Et elle s'est rendue compte qu'elles jouaient toutes soit avec j'allais dire des godasses, mais en fait, Des chaussures. des chaussures, voilà, des chaussures soit faites pour enfants, ou alors si elles avaient des pieds plus grands pour mecs, mais il y avait aucune Ouais. qui jouait avec les chaussures qui étaient soi-disant faites pour femmes. Comme si les pieds des femmes, c'était juste des pieds plus petits. Alors que, bah, non, c'est aussi des pieds plus fins. C'est pas la même anatomie, en fait. C'est pas En juste fait, une les question pieds, c'est hyper de taille. compliqué. C'est hyper compliqué, c'est pas du tout la même anatomie. Il y a plein de différences qui fait aussi que les blessures pendant le jeu sont aussi très différentes. Et tout ça, ça dépend aussi du design de la chaussure. Donc Ouais, à comme ce pour la moment-là, sécurité de la voiture, quoi. voilà, exactement. Donc à ce moment-là, elle s'est dit mais enfin comment ça se fait? Et Ouais. c'est elle qui a trouvé un associé, et ensemble ils ont développé justement avec du crowdfunding pour des designs spécifiques comme ça. Et depuis 2019, en fait, il y a la première chaussure qui est sortie, qui a été vraiment recherchée, développée justement pour les joueuses de foot cis féminin. Ouais. Et le résultat aussi, elles ont fait des enquêtes pour demander non seulement qu'est-ce que tu demandes d'une chaussure, mais aussi comment elle doit ressembler à quoi cette chaussure. Et le truc qu'elles ont découvert, c'est que en fait, les filles, elles voulaient pas des chaussures roses, elles voulaient pas des chaussures avec des petites fleurs dessus. Donc le design, il est assez cool, c'est vraiment une chaussure noire. Voilà, quelle surprise. Elles étaient les premières à d'abord demander aux femmes de ce qu'elles avaient besoin et ce qu'elles avaient envie. Et c'est une chaussure noire assez simple qui a un design, je dirais, très classique, très joli. Et ouais, c'est une petite victoire qui est assez simple, mais en fait qui donne de l'espoir, parce que oui, on peut changer les choses. Je disais tout au début, en fait, il y a beaucoup de solutions de design qui sont déjà là, mais les personnes n'en ont soit jamais entendu parler, ou alors les personnes qui sont dans des positions de decider, des personnes de pouvoir, des décideurs, bah, ils en voient aucun intérêt. Et d'autres choses aussi qui ont changé, par exemple, c'est dans les grandes villes allemandes, en fait, il y a depuis quelques années des toilettes publiques de plus en plus, mais en fait, pour y accéder à un WC normal, il faut payer soit 1 euro, soit 50 cents. Ouais. Et justement, si tu veux accéder à un pissoir, bah ça coûte rien, parce que l'idée derrière, c'est que, ouais, en fait, les mecs, s'ils ont besoin de faire pipi, si on leur donne pas la possibilité de pisser gratuitement, en fait, ils vont pisser contre un arbre. Et c'est normal, moi je ferais la même chose si je pouvais, quoi. Et maintenant, il y a des partis politiques on a tellement parlé de WC public en Allemagne l'année dernière, en fait, qui ont dit, oui, c'est vrai, c'est une discriminatoire, et maintenant les WC publics sont pour tout le monde gratuits. Et c'est cool, parce que moi j'avais peur que justement ils allaient rendre les pissoirs aussi payants. Ça devient pour tout le monde payant. Et ouais, et ça c'est pas du tout ce que je veux, quoi. Le besoin de faire pipi, c'est tellement c'est chouette, ça. Ouais, ça devrait être vital, gratuit pour tout le monde. Ouais. Voilà, c'est vital. Tout le monde devrait avoir le droit d'y accéder. Puis c'est la dignité en aussi, quoi. Propreté. Voilà.
Oui, les personnes aussi SDF, par exemple, pour eux, c'est aussi un vrai problème. Donc, autant y rendre gratuit, mettre aussi un lavabo et un miroir pour pouvoir se brosser les dents. Et ouais, enfin, il y a beaucoup de travail à faire pour que les lieux publics soient justement accessibles à tout le monde. Et on a le pouvoir même de redonner une certaine dignité aux personnes quand justement on rend tout ça accessible à tout le monde. Et je tiens à souligner aussi que souvent, on sait pas trop en fait, mais c'est pas tout le temps évidemment voulu et prémédité que le design soit sexiste, etc. Des fois, il y a des raisons historiques, mais qui sont complètement dépassées. Par exemple, tu le dis très bien dans le livre, pour que les voitures, donc on a parlé des sièges, mais que la ville soit optimisée pour les voitures qui étaient à l'époque principalement utilisées par les hommes. Donc c'est logique aussi que à l'époque, les designs des voitures étaient optimisés pour des mecs parce que c'était les mecs qui travaillaient et les femmes qui restaient au foyer, quoi. Bon, sauf qu'aujourd'hui c'est dépassé et du coup comment est-ce qu'on met ça à jour, quoi. Et c'est pas forcément mal intentionné au départ. Ouais. Pas toujours, non. Il y a plein de trucs qui sont justement, il n'y a aucune intention derrière, d'autre que de faire quelque chose qui te va toi. Mais il faut quand même dire aussi qu'il y a beaucoup de cas aussi où il y a une intention derrière, et j'étais choquée par ça aussi parce que justement moi j'y suis venue à ce sujet en pensant aussi que oui c'était un impensé, quoi. Voilà. Et tu te rends quand même très vite compte que il y a plus souvent que je le pensais aussi, une intention derrière. C'est peut-être pas forcément l'intention de nuire aux femmes, mais c'est plutôt une intention qui est plus subtile de se ça demande garder. Moins de boulot, c'est plus simple, quoi. Oui, ou même de se garder un certain avantage. Ok. Sécuriser un avantage. Un privilège. Voilà, un privilège. Est-ce que tu as des anecdotes ou des histoires de lecteurs ou de lectrices qui ont lu le livre, ou des organisations ou des élus, je sais pas, que ça a pu avoir un impact? Un producteur de musique qui est assez connu en Allemagne qui m'a envoyé un message pour me dire pour Noël, c'est mes 3 garçons qui ont chacun reçu ton livre pour Noël. Ouais, ça me fait vachement plaisir parce que c'est souvent quand j'ai des rencontres, tout ça, c'est, je dirais, 80 à 90% des femmes dans le public. Donc, à chaque fois que je me rends compte que ça passe le cap de genre et qu'il y a aussi des mecs qui s'y intéressent, ça me donne d'espoir et puis ça me rend heureuse aussi. Bah là, en tout cas, il y a plein de mecs qui t'écoutent, donc je pense que t'en as inspiré beaucoup, et moi le premier. Merci Rebecca. Merci Pierre. Vous pouvez retrouver ton bouquin, Le patriarcat des objets, partout en librairie. Et si cet épisode t'a choqué ou inspiré, un seul truc à faire, abonne-toi. Merci beaucoup. Ciao Rebecca, ciao tout le monde. Au revoir.